Il est 19h sur CNews, merci d'être avec nous pour Face à Philippe de Villiers. Je ne vais pas me tourner vers le siège de Philippe de Villiers, mais je vais me tourner vers Geoffroy Lejeune. Bonsoir Geoffroy Lejeune. Bonsoir Elliot. Mais où est passé Philippe de Villiers ? On est bien seul. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Où est Philippe de Villiers ? C'est vous qui allez le dire. Hein. Les informateurs bien informés. Si c'était une émission comme un apologue, il se murmure que Philippe de Villiers est en route vers Bethléem, que l'étoile commence à saigner. à CNews. Alors, chers téléspectateurs, déjà un grand merci, parce que chaque vendredi soir, vous êtes toujours plus nombreux, que les records historiques ont été battus au gré de ce début de saison. Et nous allons, tout au long de l'émission, voir, redécouvrir les plus grands moments de cette fin d'année 2025 et de cette première partie de saison. Philippe de Villiers reviendra très rapidement. On le salue chaleureusement, bien sûr. L'année 2025, vous le savez, s'achève bientôt et à l'approche de Noël, on va vous proposer les plus grands moments. Ce qui est d'ailleurs saisissant quand on fait les meilleurs moments de Face à Philippe de Villiers, c'est que lorsqu'il prend la parole, ça a un écho sur le temps long, puisqu'il y a les journalistes de l'instant, les politiques de l'instant, puis vous avez des éditorialistes, des penseurs, des intellectuels, des hommes politiques qui puisent dans l'histoire pour ensuite nous proposer une vision sur l'avenir. Mais en fait, parfois on regarde, grâce à vous d'ailleurs, des archives des années 80 qui n'ont pas vieilli. C'est vrai que ce qu'il a dit il y a 6 mois n'a pas beaucoup vieilli non plus, quoi. Et là, on va aller quasiment du plus récent au plus ancien, parce qu'on va revenir dans cette première partie sur la crise agricole, vous le savez, puisque cette crise agricole est au cœur de l'actualité depuis maintenant 10 jours. Ce vendredi, le Premier ministre a reçu les 4 principaux syndicats, et au lendemain d'une annonce quand même importante, le report de la signature du Mercosur, reculé pour mieux signer, puisque visiblement signature devrait être faite en Amérique du Sud mi-janvier, selon les rumeurs. Mercosur qui devrait être signé, je le disais, en janvier. Écoutez, Philippe de Villiers, c'était la semaine dernière, et il revenait sur le rapport, vous savez, qu'ont eu les forces de l'ordre face aux agriculteurs. Et ça a marqué beaucoup de Français. Aujourd'hui, 3 Français sur 4 soutiennent la mobilisation agricole. Et 3 Français sur 4 ne comprennent pas l'action du gouvernement depuis le début de cette crise. J'ai été choqué, bouleversé par ces images. Pourquoi ? Parce qu'il y a une différence de traitement entre, comme l'a dit Éric Ciotti d'ailleurs tout à l'heure dans un tweet, regardez comment ils font attention avec la DZ Mafia. Ils n'envoient pas la police comme ça, n'importe comment, hein, n'importe où. C'est trop dangereux. Regardez comment le préfet de police à l'époque, Nunez, le ministre de l'Intérieur actuel, avait conseillé aux commerçants de rester chez eux le 31 mai après la finale de la Ligue des Champions. Pourquoi ? Parce qu'il leur a dit qu'il faut faire attention au pillage. En d'autres termes, on disait aux gens, aux braves gens, restez chez vous, parce qu'on avait décidé de laisser la rue, en l'occurrence la capitale, à tous les pilleurs, à toute la racaille qui venait se livrer à un pillage, je dirais, compensatoire sur le thème « on va se venger de tout ce qu'ils nous ont fait ». Et donc quand les banlieues se déplacent, là on dit à la police « oh là là, attention, hein, vous restez loin à l'extérieur ». Là on a eu des hélicos avec des fumigènes, et des blindés, vous vous rendez compte ? Les gendarmes, les paysans, il fut un temps où ils étaient dans la même tranchée. Hein. C'est les mêmes familles. Hein. Il y en a un qui est paysan, l'autre qui est gendarme. Et c'est terrible de voir 2 France face à face qui sont de la même France. Je me souviens, près de chez moi, je ne sais plus où, il y avait eu une rave party, vous pouvez peut-être m'aider à me souvenir. Il y a eu une rave party, le ministre de l'Intérieur, à l'époque, l'année dernière, a mis 3 jours avant d'intervenir. C'était trop dangereux. Voilà. On avait tellement peur qu'il y ait un incident, qu'il y ait un mort. Voilà. Et donc, quand il y a des rodéos sauvages, on dit à la police, surtout, vous n'intervenez pas. Et là, on envoie des blindés qui renversent les voitures. Et tout ça, pourquoi ? Tout ça, pourquoi ? Pour faire accepter
à un petit paysan avec ses 200 vaches, faire accepter qu'il se débarrasse de son cheptel, faire accepter qu'on euthanasie son trésor, le trésor d'une vie. Il faut rien connaître à la paysannerie, à l'agriculture, pour ne pas comprendre ce que représente l'abattage non ciblé d'un cheptel. C'est des générations et des générations d'une terre qui saigne à nouveau. Et si le monde paysan est désormais au cœur des préoccupations du gouvernement, il est au cœur des préoccupations depuis une dizaine de jours, au cœur des préoccupations de Philippe de Villiers depuis 3-4 décennies, bien évidemment, de sa vie politique. Il a écrit des livres là-dessus dès les années 90. Et par ailleurs, il a un rapport à la terre, parce que c'est un campagnard, Philippe. Il nous en parle par petites bribes souvent, mais c'est vraiment un campagnard. Donc il connaît ça assez bien. Moi, cette semaine, j'ai été frappé, j'étais sur un rond-point, vous savez, une manifestation de tracteurs, d'agriculteurs, et on m'a parlé de lui. On m'a parlé de l'émission, et on m'a parlé de Philippe de Villiers. C'est le seul qui nous comprend, c'est le seul qui dit ce qu'il faut dire sur l'Europe, etc. Il se passe quand même quelque chose sur ce sujet, évidemment. Et on avait retrouvé une archive de Philippe de Villiers qui, en 95, parlait déjà de préférence agriculturelle française. C'est lui qui avait lancé cette idée-là. Du moins, il était l'un de ceux qui pensaient à la préférence agriculturelle française. Je vous propose d'écouter justement, peut-être que c'est son message qu'il a adressé à la paysannerie française qui a aussi marqué le monde agricole qui se mobilise et qui est parfois autour des ronds-points. Mon message, il est simple, il tient en un mot. Ne lâchez pas la terre. Parce que vous êtes la France. Vous êtes les derniers Français. Et vous êtes les premiers Français. Sans vous, la France n'est plus la France. Pas de pays sans paysans. Vous êtes les premiers enracinés. C'est vous qui nous montrez tous les jours où est la source d'eau vive. En fait, j'ai souvent pensé, en paraphrasant Peggy, qui dit « les crises de l'enseignement ne sont pas des crises de l'enseignement, ce sont des crises de vie ». On peut transposer. Les crises agricoles ne sont pas des crises agricoles, ce sont des crises de vie. Ce sont des crises de civilisation. Pourquoi ? Parce que c'est la population agricole qui est la quintessence du peuple historique. C'est la population agricole qui constitue le premier maillon de notre histoire. Vous savez, j'ai souvent évoqué ici la fameuse enluminure du XVe siècle, le jardin de paradis. Dans le jardin de paradis, on voit l'arbre sec qui refleurit. C'est le peuple français. C'est l'image de l'arbre, en fait. C'est l'image de la terre. C'est l'image du verger. C'est l'image du paysan. Et donc, ce sont les premiers jardiniers du jardin de paradis. Et donc, il ne faut pas qu'ils lâchent. Il faut qu'ils attendent le moment où les Français vont se tourner vers eux pour leur dire « on a besoin de vous ». C'est terrible ce que nous avons fait. Comme un enfant déchire une rose, nous avons déchiré les tissus vivants. Nous avons oublié qu'il y a une continuité vitale entre la nature et l'homme, le paysan, qui ressent en lui-même des frémissements invisibles, inaccessibles, dont qu'il est le seul à percevoir. Cette continuité, c'est l'unité du vivant. C'est l'unité vitale. C'est l'unité du vivant qui fait un pays comme la France. Nous avons oublié, nous n'avons pas compris que tous les peuples qui ont disparu sont morts parce qu'ils se sont vidés d'eux-mêmes. Ils ont cessé de croire à l'être intérieur. Ils ont succombé à la dénutrition de l'être intérieur. Et il y a un pacte multiséculaire entre le paysan et la terre de France. Il ne faut pas briser le pacte nuptial entre la France et la terre.
Il nous reste quelques minutes, Philippe de Villiers. Et pour poursuivre le message que vous adressez aux paysans français, vous qui êtes un homme au plus près de votre terre vendéenne, vous avez un souvenir d'enfance peut-être avec un paysan vendéen? J'en ai plein. Je vous en ai demandé un. Mais par rapport à Noël, là, je repensais ce matin à quelque chose qui m'avait bouleversé. Je me souviens d'un paysan, je ne dirais pas lequel, mais un voisin, qui avait été acheter des oranges au marché pour mettre dans les 4 sabots de ses 4 enfants. Il avait que des oranges, parce qu'il était pauvre. Et puis je l'entendais darioler au loin en appelant ses bœufs du nom de ses blessures de guerre. Blessures de guerre de 14. Et puis un jour, je l'ai vu pleurer, c'était le jour de Noël. Enfin, il avait la larme à l'œil, il était épuisé. Et je lui dis, pourquoi tu pleures? Il me dit, parce que j'ai pas pu aller à la messe de minuit. Et pourquoi? Parce que j'ai eu un vélage d'une mes vaches. Et je pense à lui en cet instant où les paysans de France se demandent s'ils vont garder leur cheptel. Un paysan qui pleure parce qu'il ne peut pas assister à la messe de Noël, parce qu'il n'y a pas de vétérinaire à l'époque. Et il fait le vélage de sa vache. Et sa vache, pour lui, c'est un trésor. Voilà pour la crise agricole. Je voudrais qu'on revienne à présent sur la question du budget, parce que l'actualité aussi, c'est le budget. En commission mixte paritaire, les députés et sénateurs n'ont pas réussi, Geoffroy, à se mettre d'accord. Le budget n'a donc pas été voté. Il passera par une loi spéciale. J'apprends à l'instant qu'un conseil des ministres se tiendra lundi soir, selon une source au sein de l'exécutif. Et dans ce budget, où sont les réductions massives de dépenses, alors que la dette explose, plus 66 milliards d'euros de dette en seulement un semestre, et la dette publique grimpe désormais à plus de 3 400 milliards d'euros sur fond d'impasse politique. Je vous propose d'écouter là aussi, c'était en octobre cette fois-ci, Philippe de Villiers, qui proposait une solution. Avant de penser aux recettes et donc aux taxes et aux impôts, peut-être penser aux dépenses. Il faut prendre la tronçonneuse. Voilà ma politique. La tronçonneuse. Il faut aller chercher Mila. Il lui dit, comment t'as fait? On va faire pareil. C'est très simple. Il y a les recettes, il y a les dépenses. Moi, mon principe, c'est celui du bon sens de tous les patrons de PME. Et il y a un patron de PME qui me disait ce matin, en fait, il n'y a qu'une seule politique pour la France, pour redresser la France, c'est moins d'impôts, moins de dépenses. C'est simple, hein. Moins d'impôts, moins de dépenses. Voilà. Et on a aujourd'hui le record du monde des prélèvements. Moi, je m'en souviens, quand j'étais jeune, c'était 30%. Vous vous rendez compte, en 1900, les prélèvements en France, c'était de 10%. Et après, on a fait l'impôt sur le revenu en 1914 et ça s'est emballé. Mais l'État n'est pas fait pour étouffer la société, pour l'absorber par phagocytose. L'État doit servir la société. Et donc là, on est dans une situation, on a le record du monde des prélèvements, le record du monde de la dette et le record de la dépense publique, 57% du PIB. Donc la tronçonneuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire on baisse tous les impôts, on fait revenir les prélèvements à 30% pour que les créateurs de valeur ajoutée respirent à nouveau et qu'on forme des générations de créateurs et d'innovateurs. Et ensuite, pour les dépenses, alors allons-y, les dépenses, l'immigration, ça coûte 50 milliards. Rien que les prestations sociales non contributives, 15 milliards d'économies si on arrête. Bon, les agences de l'État, les agences, il y en a 1200, c'est à peu près 80 milliards d'euros. On peut peut-être en supprimer quelques-unes, notamment l'ADEME, vous savez, qui nous conseille la manière de mettre notre liquette et de changer de slip. Vous vous souvenez, on avait fait un truc là-dessus, je vous avais même pas cru quand vous aviez montré les images. Ceux-là, ils ne sont pas indispensables. Ensuite, la privatisation de l'audiovisuel public, 4 milliards. Bon,
Ensuite, l'aide au développement. C'est Sarah Knafo qui a donné le chiffre 150 milliards. Il n'a pas été démenti. 150 milliards. 15. Pardon, 15 milliards. 15 milliards. 15 milliards, pardon, 15 milliards. Bon, c'est pas mal. Bon, ensuite, l'aide aux éoliennes, soutien aux éoliennes et aux énergies renouvelables, 8 milliards, etc., etc. Et je ne parle même pas de la fonction publique, parce que je pense qu'il faut plus de policiers et d'infirmiers, mais certainement beaucoup moins de fonctionnaires dans l'état profond. Aujourd'hui, on a 2 états profonds, Elliot, Geoffroy. On a 2 états profonds qui sont en endogamie. L'état profond français et l'état profond européen. Et donc, vous voyez bien ce qui est en train de se passer au niveau européen. La mesure, la directive sur le permis de conduire, la directive sur le découvert bancaire. On est devant un système autoritaire qui nous coûte de plus en plus cher, qui est de plus en plus bureaucratique et de plus en plus normatif. Voilà. Et donc, en réalité, il faut couper dans les dépenses, mais à la tronçonneuse. Et alors, ça va faire mal dans la structure publique, mais on va faire respirer la structure privée. En fait, c'est simple, l'économie. Et je crois qu'il y a quelqu'un tout à l'heure qui disait la première chose à faire pour les nouveaux députés, il faudrait qu'ils passent 2 semaines dans une entreprise et que le patron leur explique ce que c'est qu'un compte d'exploitation. Moi, j'ai eu la chance, en créant le Puy du Fou, de savoir ce que c'est qu'un compte d'exploitation, les bidas, etc. Sinon, j'aurais pas fait ce que j'ai fait. Bon. Mais une fois qu'on sait ce que c'est qu'un compte d'exploitation, on fait attention à l'argent public. Et ce que je vais vous dire, c'est très simple. L'économie, c'est vous avez la sphère publique qui est indispensable pour protéger la sphère privée. Mais la sphère publique ne doit pas remplacer la sphère privée. Sinon, on est dans un régime totalitaire. La sphère publique est au service de la sphère privée. Il faut donc que la sphère publique s'en tienne aux régaliens pour que la sphère privée puisse continuer à faire vivre et respirer la société, les forces vives de la société. Et moi, si j'étais à la tête de l'État, je dirais priorité aux créateurs. Et pendant le budget, il a plus été question, je le disais tout à l'heure, de recettes que de dépenses. Et quand on dit recettes, il y avait cette fameuse taxe, la taxe qui portait son nom, la taxe Zuckman, l'étoile filante de l'économie française. Il en pensait quoi, Philippe de Villiers, de la taxe Zuckman? C'était le 31 octobre dernier. Alors d'abord, je vais parler de Zuckman, j'en ai jamais parlé. Jamais? C'est vrai, jamais. C'est un ami? Non, mais c'est un ami du service public. Ah, ça? C'est beaucoup plus fort pour lui. Il a peut-être une place dans le parking. En fait, vous vous souvenez pas de Chirac qui disait quand je mets la télé, je mets la 2, j'ai 2 Hamel, je mets la 1, j'ai 2 Hamel. Vous vous souvenez, il y avait les 2 frères. Et là, en fait, quand je mets France Info, j'ai Zuckman. Quand je mets France 2, j'ai Zuckman. Quand je mets France Inter, j'ai Zuckman. J'ouvre le Parisien, j'ai Zuckman. J'ouvre la Tribune, j'ai Zuckman. Et voilà. Et il n'y a qu'ici que Zuckman reste un fantôme. Et vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle, en fait, l'Union soviétique. C'est le même procédé. En Union soviétique, ils avaient érigé une figure archétypale qui s'appelait Stakhanov. Et donc, tous les travailleurs des kolkhozes et des sovkhozes étaient appelés à imiter Stakhanov, qui incarnait l'idée du travail. Et Stakhanov avait une mission, c'était de poursuivre de sa vindicte, grâce à son travail et à son énergie, les koulaks, c'est-à-dire les riches. Et donc, en fait, imiter Stakhanov, disait-on à tous les soviétiques, imiter Stakhanov parce que il travaille 2 fois plus que tout le monde et en plus de ça, il poursuit les riches. Voilà. On a Zuckman, le nouveau Stakhanov de la gauche française. Et alors, en fait, Zuckman, c'est un principe très simple d'anti-économie. Une fois qu'il n'y aura plus de riches, il n'y aura plus de pauvres. C'est exactement l'inverse. Le jour où il n'y a plus de riches, il y a que des pauvres. Bon. Et tout simplement parce que une économie, c'est une atmosphère. C'est une atmosphère tournée vers la valeur ajoutée, vers la liberté de créer, vers la liberté d'entreprendre, vers la liberté des créateurs. Si les créateurs ont le sentiment qu'ils sont poursuivis par l'État,
qui sont traqués par le fisc, alors ils retiennent leurs investissements. Et aujourd'hui, ils font mieux que ça. Ils vont au Portugal, ils vont en Italie, ils vont au Maroc, ou naturellement aux États-Unis. Et il y a quelque chose que Noël Lenoir, qui est une femme remarquable, a dit tout à l'heure sur ce plateau. Elle a dit on feint d'ignorer l'accord qui a eu lieu cet été entre Trump et von der Leyen. Et au terme de cet accord, les Européens se sont engagés à investir 750 milliards d'euros aux États-Unis. C'est-à-dire que les Européens, les entreprises européennes sont obligées d'aller investir aux États-Unis. Et pendant que les entreprises, alors Stellantis a annoncé, Vuitton a annoncé, etc. Donc pendant que les entreprises, les grandes entreprises françaises investissent aux États-Unis, on les poursuit de notre vindicte en disant on va faire payer les riches. Voilà, on est en train d'appauvrir le pays et de l'assécher. Cette ponction de richesse, c'est une ponction lombaire qui est mortelle. Et pourquoi il parle de l'entreprise, de la création il était au cœur de tout cela avec le Puy du Fou, Geoffroy Lejeune. Philippe de Villiers, c'est quelqu'un dont on connaît le conteur, l'homme politique, retraité certes, mais quand même qui a fait de la politique pendant longtemps. Mais en fait, c'est surtout quelqu'un qui a créé une entreprise qui a commencé un jour, je crois que c'était en 1978. Je vais peut-être me tromper sur la date. C'était un spectacle de nuit sous la pluie, éclairé par les phares d'une voiture. Et c'est devenu 40-50 ans plus tard le Puy du Fou, des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, des résultats exceptionnels, etc. Et tout ça, ça s'est fait progressivement dans la durée, avec des investissements mesurés. Donc ce dont il vient de parler à l'instant, en fait il le connaît par cœur, il est passé par toutes les étapes, les moments où vous avez peur de tout perdre également, et donc c'est quelque chose dont il ne parle pas à la légère du tout. C'est pour ça qu'il a une immense admiration pour l'entrepreneuriat. 13 juin 77. 77, pardonnez-moi. Parce qu'il voit pour la première fois le château du Puy du Fou. Philippe de Villiers toujours, et cette fois-ci vous avez entendu Philippe de Villiers qui a rendu hommage aux agriculteurs. Il a aussi rendu hommage aux entrepreneurs, aux créateurs, parce que dans l'économie, il y a aussi une question, c'est la question de la confiance. On soit une toute petite entreprise, une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise ou une PME, il y a la confiance pour investir, innover, créer. Et il a voulu rendre hommage à ceux qui prenaient ces risques-là contre vents et marées. En ce moment, avec le fisc, la pression fiscale, l'entrepreneur créateur, il est blotti, recroquevillé, il n'ose plus se montrer. Et alors on dit, toi, l'entrepreneur créateur, tu gagnes trop d'argent, etc. Alors moi, je fais un hymne à l'entrepreneur créateur. Parce que je pose la question suivante. Qui crée la richesse? Qui donc fait vivre les familles? Qui donc fait vivre le pays? Qui donne à l'innovation son champ expérimental? Qui prend tous les risques? Ce n'est pas la puissance publique, ce ne sont pas les ministères, ce ne sont pas les administrations. Non. Ce n'est pas la sphère publique qui crée la richesse. Elle la consomme. Celui qui crée la richesse, c'est l'entrepreneur créateur qui, à l'image du père de famille, pour reprendre le mot heureux de Peggy, est l'aventurier des temps modernes. Pour avoir vécu les affres de la création à une époque de ma vie, même à plusieurs, je sais, je connais, je puis témoigner de ce qu'est l'angoisse du créateur, de ce qu'est le parcours du créateur. Le parcours du créateur, c'est un parcours chaotique. C'est un parcours qui est imprévisible, qui est indétectable, qui est incertain, qui est risqué. Alors faisons ce parcours en quelques minutes. Le parcours de la psychologie, de l'intimité du créateur. Premier moment, le créateur regarde le monde, c'est le vertige. Pourquoi? Parce que le créateur, il est intelligent, il voit bien que le monde existe depuis longtemps et qu'il n'y a plus rien à inventer, du moins le croit-il. Il ne peut qu'ajouter une petite chose, mais tout a été pensé, tout a été dit, tout a été imaginé, tout a été créé. Alors,
Parce que c'est la civilisation. La civilisation, c'est un état social dans lequel celui qui arrive au monde s'aperçoit très vite que ce qu'il voudrait apporter de mieux est infiniment inférieur, infiniment moins précieux, moins sophistiqué que le monde qu'il trouve à son arrivée. Alors, un peu de modestie. Alors là, il y a une réponse intéressante qui m'a toujours fasciné, celle de Henry Ford, à Ford Company, qui dit avoir fait plus pour le monde que le monde n'a fait pour vous. C'est la devise secrète du Créateur. Donc le vertige, d'abord. Le monde est là. Qu'est-ce que je vais apporter après la Joconde? Quelle est l'idée nouvelle? Et là vient l'étincelle. Deuxième temps du parcours. Et l'étincelle a été définie par Rainer Maria Rilke dans les termes suivants. Pour écrire un seul vers, il faut avoir des souvenirs. Il faut avoir vu beaucoup d'hommes et de choses. Il faut avoir senti comment volent les oiseaux. Il faut avoir compris le mouvement de la petite fleur qui s'ouvre le matin. Il faut avoir repensé à des jours d'enfance dont le mystère ne s'est jamais éclairci. Il faut avoir veillé des mourants, fenêtres grandes ouvertes, pour capter les bruits extérieurs. Mais il ne suffit pas d'avoir des souvenirs. Encore faut-il savoir les oublier et attendre qu'ils reviennent, qu'ils deviennent sans geste, nous-mêmes. Alors, quand ils ne se distinguent plus de nous, qu'ils sont devenus complètement anonymes, alors il se peut qu'en une heure très rare, un soir de grâce, du milieu d'eux, se lève le premier mot d'un vers. Ça vaut pour toute invention, pour toute création. Le troisième temps, c'est le plus terrible. C'est l'angoisse. C'est l'angoisse parce que c'est l'angoisse du point de bascule. Ou bien on décolle, ou bien on s'écrase. Et il y a une phrase du créateur de LinkedIn, qui s'appelle Hoffman, qui est heureuse, qui décrit bien ce moment. Et il dit, l'entrepreneuriat, ça consiste à se jeter d'une falaise et ensuite à construire son avion en tombant. Et ça, je l'ai vécu ce moment. C'est-à-dire que j'étais assis en face de la ruine du Puy du Fou, la ruine piteuse du Puy du Fou, entouré de ronces et de serpents. Et là, je me disais, bon, mon idée, c'est quoi d'abord? Ensuite, mon idée, est-ce qu'elle est clairvoyante ou est-ce qu'elle est folle? En fait, une idée clairvoyante, c'est une idée folle qui a réussi, et une idée folle, c'est une idée clairvoyante qui a échoué. Seulement, on ne le sait qu'après. Et alors là, vient la percée conceptuelle. La percée conceptuelle, je la formule de cette manière, c'est l'avantage concurrentiel, enfin, le Graal du stratège, si vous voulez, c'est l'avantage concurrentiel inimitable. C'est-à-dire le créateur, il crée quelque chose qui est inimitable, donc il est irrattrapable. Et ça évoque pour moi une conversation que j'ai eue avec le grand capitaine d'industrie, Bernard Arnault. Je lui dis, on était au Puy du Fou, et je lui dis, en fait, la définition d'une grande entreprise, une entreprise puissante, une entreprise prospère, c'est quand même le chiffre d'affaires, Bernard. Et il me répond, non Philippe, non. La puissance d'une entreprise, sa prospérité, c'est la désirabilité. C'est tellement juste. Enfin, il y a la réalisation, la dernière phase, et je termine par là. La réalisation, c'est le travail. Et là, je raconte, si vous voulez, je vous raconte une anecdote, conversation que j'ai surpris entre deux personnages importants, Raymond Barre, Premier ministre à l'époque, et François Michelin. Et donc, Raymond Barre plaint François Michelin, et il lui dit « Ah là, je vous plains parce que les jeunes aujourd'hui, le goût du travail, etc., la sueur au front, ils ont les horaires, la discipline, tout ça, c'est fini. » Et François Michelin dit « Mais attendez, monsieur le Premier ministre, c'est quoi votre définition du travail ?» Et il dit « C'est ça. La sueur au front, la disponibilité, le dévouement. Et François Michelin dit non, c'est pas ça le travail. Alors Raymond Barre lui dit, et vous, monsieur Michelin, vous dites quoi alors? C'est quoi le travail pour vous? Il dit, pour moi, le travail, c'est faire une œuvre. Et là, il reprend la citation de Bernanos qu'il connaissait bien. Une société se meurt ou se perd quand elle substitue les moyens aux fins. Et il explique, vous comprenez, la sueur au front, c'est bien. Les horaires, c'est bien. Les efforts, les sacrifices, ce sont des moyens. Ce qui compte, c'est la fin.
Et ça me fait penser qu'aujourd'hui, on est dans une société où on ne célèbre plus le travail, la production, le chef-d'œuvre. On célèbre la rente et la consommation. Et je vous dis, pour terminer, avec une seule phrase de conclusion, la France doit retrouver le plus vite possible le goût de célébrer ceux qui sont les créateurs de valeur et ceux qui sont les créateurs de valeur ajoutée. Et il faut revenir au mot de Peggy, l'aventurier moderne, le père de famille et l'entrepreneur créateur. Voilà pour le désir d'entreprendre, de créer. Il parlait de la Joconde dans son analyse. Je voudrais qu'on revienne sur l'un des temps forts avec vous de ce début d'année, de cette fin d'année 2025, ce début de saison. C'est bien sûr le Louvre. Dimanche 19 octobre, les bijoux de la couronne sont dérobés. C'est le casse du siècle, traité dans le monde entier. Et Philippe de Villiers va nous parler non pas seulement de ce casse, il va revenir sur le symbole. C'est-à-dire qu'on s'attaque au musée le plus visité au monde. On s'attaque à peut-être ce que les Français imaginaient l'endroit le plus sécurisé de France. Et c'est peut-être là aussi un symbole de ce patrimoine qui s'effondre. Sur le budget du ministère de la Culture, seulement 13% est alloué à la protection du patrimoine. Le casse du Louvre fusionne les deux angoisses nationales, l'insécurité française et le déclin de la France, dans l'esprit des Français et aussi des étrangers. Que de malheurs qui se sont abattus sur notre patrimoine. Le dernier malheur, c'est une grenouille géante, gonflable, place Vendôme, postérieure à disposition du plug anal qui va peut-être revenir. C'est effrayant. Et alors, les artistes contemporains, les autorités culturelles nous expliquent, c'est de l'art. C'est normal que vous ne compreniez pas. Les ploucs que nous sommes. Mais quel symbole. Alors, on a eu Notre-Dame incendiée, le Louvre fracturé. Il ne faut pas oublier la cérémonie des Jeux, qui était quand même une allégorie de nos abaissements. Il ne faut pas oublier aussi une phrase célèbre que je voudrais rappeler du journaliste Jean-Michel Apathy, qui n'en rate pas une, pour se faire remarquer, et qui a dit récemment il faudrait raser Versailles. Raser Versailles pour couper l'accès à la grandeur. Merci, monsieur Apathy. On vous souhaite longue vie. Ensuite, Yael Braun-Pivet. Qu'est-ce qu'elle a dit en fait? Elle a dit qu'il faut taxer les patrimoines, il faut taxer les biens des familles. Comme ça, elles seront vendues aux enchères, vendues à des étrangers, aux élites mondialisées. Soyez les bienvenus. Qu'est-ce qui va rester demain de notre héritage commun? Qu'est-ce qui va rester de notre patrimoine? Qu'est-ce qui va rester de notre mémoire? Qu'est-ce qui va rester de notre histoire? Et moi, je voudrais dire ici, en quelques mots, si j'en ai le temps, pourquoi le patrimoine est une nécessité vitale, pour reprendre votre expression, et pourquoi il nous met en voisinage et en cousinage intime avec nous-mêmes. En fait, il faut plaindre les peuples qui n'ont plus d'histoire, qui bradent leur mémoire, qui bradent leur patrimoine. Pourquoi? Parce qu'avoir une histoire, réfléchissez-y, avoir une histoire, c'est en avoir deux. La grande et la petite. Si vous perdez la grande, vous perdez la petite. Avoir une histoire, c'est avoir deux vies. La vie qu'on traverse et la vie qu'on reçoit. La vie qu'on prolonge et la vie qui vous surplombe. Il y avait à Sparte un hymne qui était une sorte d'abrégé de toute patrie. Nous sommes ce que vous fûtes, nous serons ce que vous êtes. C'est-à-dire que grâce à l'histoire, on peut vivre deux vies en même temps. Une vie
par soi-même et une vie par procuration. On va ailleurs que chez soi pour être encore chez soi. On choisit de vivre dans un temps, ne serait-ce qu'un instant, qui n'est pas le sien. On s'enrichit de l'expérience des autres. C'est-à-dire qu'en fait, on rit, on pleure, on souffre, on grandit avec d'autres qui ne sont plus et qui vous incorporent à leurs infortunes, à leurs tribulations, à leurs ascensions, et dont les malheurs deviennent les nôtres. Si bien qu'en fait, on apprend à gagner une meilleure connaissance des dédales de la trahison, des dédales de la forfaiture, des dédales de ces accomplissements sublimes qui font la civilisation. C'est l'assise de la France qui tient à ce dépôt millénaire. Ce dépôt millénaire, en fait, il existe autant par les millions d'hommes vivants que par les milliards d'hommes morts qu'on a sous les pieds. Et quand on est du même champ, on est pour toujours du même temps. Et on finit par ressentir de façon presque tellurique, quand on marche sur les bouquets fanés des dépouilles de nos souvenirs enfouis, des sensations étranges, d'ivresses anciennes qui revivent en nous, comme si la mémoire fluide d'un passé au ton vif coulait encore dans nos veines. Et donc je dis ceci notamment aux jeunes gens, aux jeunes Français. Courez après l'histoire de France. L'histoire est un principe de rajeunissement perpétuel. La France est un être physique et moral. La France est une personne, disait Michelet. La France a une âme. Et il ne faut pas ajouter au populicide qui consiste à tuer un peuple, un matricide, si vous me permettez le néologisme, qui consiste à tuer une mère patrie. Il y a quelqu'un qui a dit tout ça, beaucoup mieux que moi, qui s'appelle Romain Gary, vous savez, qui disait « Je n'ai pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines ». Et il racontait comment sa mère lui lisait des histoires tous les soirs. Et il dit « Il faut donner à chaque petit Français la grande histoire et les petites histoires qui font la grande ». Pourquoi ? Parce qu'un enfant a besoin d'éblouissement pour garder l'esprit d'enfance. Et là aussi, le combat pour les valeurs, combat pour perpétuer ce patrimoine, le protéger, le magnifier, c'est un combat essentiel pour Philippe de Villiers-Geoffroy. Oui, c'est 5 ou 6 décennies de combat sur les mêmes sujets toujours. Je peux juste préciser une chose, Elliot, je reçois beaucoup de messages depuis le début de l'émission de gens qui me disent mais qu'est-ce qui se passe, où est-il ? Il est caché. C'est vrai qu'on avait annoncé qu'il serait là cette semaine, donc forcément il y a une petite surprise. Revenir, mais évidemment. Mais il faut juste dire qu'il va bien. Il est en pleine forme, il nous regarde et il est en pleine forme. On l'a eu au téléphone. Ah, vous recevez ces messages. Alors, chers téléspectateurs, si vous nous rejoignez à 19h38 très précisément, je plisse les yeux parce que je n'ai pas mis mes lunettes. Nous sommes en train de faire ce qu'on fait souvent pendant les périodes de vacances et notamment la période estivale ou alors celle de Noël, c'est-à-dire qu'on vous propose, parce que vous avez fait de cette émission un rendez-vous, les plus grands moments de cette première partie de saison de Face à Philippe de Villiers. Dans une France où les crises s'enchaînent, où les Français, pour 80% d'entre eux, considèrent que le pays est en déclin, que le pouvoir n'est plus tenu, on s'est posé cette question en début de saison. Qu'est-ce qu'un chef ? C'est quoi un chef ? Réponse de Philippe de Villiers. Alors, qu'est-ce qu'un chef ? D'abord, un chef, c'est pas le titre ou la fonction qui font le chef et qui le définissent. C'est pas parce qu'on est chef d'État qu'on est chef. D'ailleurs, De Gaulle, dans ses mémoires de guerre, je crois, fait allusion à Albert Lebrun, président de la Troisième République, qui nous a emmenés à la guerre, particulièrement médiocre. Et De Gaulle dit, en fait, deux choses lui ont manqué.
Pour être chef qu'il d'État. fut un chef et qu'il y eut un État. Et donc, en fait, et Clémenceau avait dit, plus tôt, il y a 2 organes inutiles dans l'État. La prostate et la présidence de la République. Donc, en fait, un chef, un vrai chef, il a 3 qualités éminentes. La première qualité éminente, c'est la vision. Le chef voit avant les autres. Le chef voit loin, plus loin. Le chef voit haut, plus haut. Le chef voit ce que les autres ne voient pas. Un chef d'État, un vrai chef d'État, ne subit pas le temps, il le sculpte. Un vrai chef d'État ne dit pas, comme nos politiciens aujourd'hui, la politique consiste à rendre nécessaire ce qui est possible, mais l'inverse. La politique consiste à rendre possible ce qui est nécessaire. Un vrai chef d'État, un vrai chef, on mesure son autorité et sa valeur à la hauteur qu'il impose à son peuple, dans son cœur, dans son esprit. Un chef, il crée. Un chef, il anticipe. Il crée, il anticipe, il a toujours un coup d'avance. Un chef d'entreprise, par exemple, il va essayer de définir, d'imaginer un produit ou un service qui le met à l'abri du meilleur, qui le guette pour l'avaler. À partir d'un aphorisme de Steve Jobs, que vous connaissez peut-être, le Graal du stratège, c'est l'avantage concurrentiel inimitable. Mais le chef de guerre lui-même anticipe et crée. Exemple, Jeanne d'Arc. En juin 1429, tous ces capitaines disent qu'il faut aller en Normandie, parce que la Normandie est occupée. Il faut, maintenant qu'on a délivré Orléans, en finir avec la libération de tout le territoire français. Et elle a dit non, c'est pas ça qu'il faut faire. Toute seule. Elle dit, le dauphin recevra plus de force d'une seule goutte d'huile que de 10 000 lances. Il faut aller à Reims. Ça, c'est un coup de génie. Le chef crée. Le chef a un coup d'avance, c'est pour ça qu'on lui fait confiance. En fait, le chef a une vision historique. Derrière la foudre de l'épée, il y a la lumière de l'esprit. De Gaulle disait, dessous les visions d'Alexandre, les victoires d'Alexandre, il y a toujours Aristote. En fait, la deuxième qualité du chef, c'est la force du caractère. La force du caractère, c'est la constance dans l'adversité. Un chef avale les creux et les bosses d'une égale humeur. Ensuite, c'est la solitude du chef, le chef qui marche sur la cime. Il est seul. Il est seul, le chef. Et puis surtout le courage. Et je repense au fameux discours d'Harvard, Le déclin du courage de Solzhenitsyn, qui dit il y a 3 formes de courage. Le courage de voir. Le chef doit voir, par exemple, aujourd'hui, je cite Solzhenitsyn, que le système occidental va vers son état ultime d'épuisement spirituel. S'il ne le voit pas, il ne fera rien pour corriger le tir. Ensuite, le courage de dire, le chef, il est comme les rameurs. Il faut gagner à la rive comme les rameurs en lui tournant le dos. Le chef, il est à contre-pente. Il est dans le contre-temps. Il est à contre-courant. Il n'est pas dans le langage commun. Et en fait, le courage de faire. Le courage de faire, parce que le chef se laisse habiter par le souci exclusif du bien commun. En disant ça, je repense au maître de Santiago, qui
oppose la pureté à la fortune et qui morigène les chevaliers de Saint-Jacques en leur disant ceci: hommes de terre, chevaliers de terre, bien sûr nous savons tous qu'à la fin les valeurs nobles sont toujours défaites. L'histoire n'est jamais que le récit de leurs défaites renouvelées. Mais il ne faut pas que ce soit ceux-mêmes qui ont la charge de les défendre qui les minent. La troisième qualité du chef, la plus mystérieuse, et qui ne s'apprend pas, c'est le magnétisme. Le chef, en fait, il est entouré par le peuple, par la troupe, qui le regarde et qui ne cherche pas en lui et ne trouve pas en lui un despote, mais un dépositaire. C'est là une mystérieuse alchimie par laquelle un homme attire, agrège des volontés, des esprits et des cœurs. Et en fait, en répondant à cette question, qu'est-ce qu'un chef ? Je me dis que un chef, il doit relire le testament politique de Richelieu, et notamment cette phrase qui m'a toujours frappé: ceux qui sont dans le ministère de l'État doivent imiter les astres qui, nonobstant les aboiements des chiens, ne laissent pas de les éclairer. Voilà pour l'analyse du chef. Qu'est-ce qu'un chef? Et la réponse de Philippe de Villiers qui vient de m'envoyer un message. Je vous regarde, bien sûr. Il a intérêt à être bon, le Philippe. Il m'a envoyé 19h47 sur CNews. On poursuit les meilleurs moments de face à Philippe de Villiers. Parmi les meilleurs moments de ce début de saison, et là je regarde vraiment la caméra, et je regarde également vous, Geoffroy, parce que je pense à l'événement qu'il y a eu au Dôme de Paris, que vous avez organisé, qui s'appelle Face à vous. Pour la première fois, des milliers de Français ont pu retrouver des intellectuels, des politiques et des journalistes de CNews, d'Europe 1 et du GDD lors d'une soirée événement. Effectivement, Philippe de Villiers y a participé, mais dans cette soirée-là, le moment le plus émouvant, ça a été bien sûr la déclaration et l'ovation accordée d'abord à Charlotte Dornelas et ensuite, bien sûr, à Harmonie Comines. Revoyons cette séquence, c'était le 28 novembre dernier. Harmonie Comines, vous êtes mère de famille, femme d'un homme gendarme qui a été tué le 26 août 2024 dans les Alpes-Maritimes, fauché par un chauffard multirécidiviste après un refus d'obtempérer. Et vous êtes aussi une Française engagée qui n'a pas hésité à prendre et reprendre la parole pour faire évoluer la réponse pénale et ainsi mieux protéger ceux qui le méritent. Et merci infiniment d'être là ce soir. Merci à vous. Geoffroy Lejeune. C'est vrai que c'était très émouvant. Oui, de le revoir aussi, Ouais. c'est émouvant. Et un peu dur de revoir ces images. Ouais. Vous l'avez croisé, vous racontez dans Populicide que vous l'avez rencontré cet été, Harmonie Comines. Qu'est-ce que vous avez à lui dire, Philippe ? C'était un moment captivant, déchirant. Quel courage, quelle force d'âme. Et 4000 personnes qui sont à l'unisson et qui portent une douleur inextinguible, une souffrance infinie, la souffrance infinie d'une femme qui raconte et d'une épouse qui accuse et qui commence par s'excuser.
elle avait dit « La France a tué mon mari ». Et elle dit « Pardon, j'aurais voulu dire « L'État français a tué mon mari ». Non, pas pardon. Non, moi je retiens la première formule, c'est la meilleure. Parce que elle a ainsi interpellé une France somnolente, une France insouciante, une France ignorante. Et ce qu'elle a fait mardi soir, c'est très important. Elle a brisé le mur de silence. Le mur du silence est tombé. Le mur du silence, il est tombé parce que elle et d'autres femmes. Songez que dans la même semaine, on a eu 2 femmes remarquables, Harmonie Comine et la maman d'Elias, chez Sonia Mabrouk, qui ont brisé le mur du silence. Et on comprend la panique du pouvoir et du système de la société de connivence. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, il y avait une convention qui était respectée avec les chiens de garde. La convention était la suivante. Quand il vous arrive un drame, vous gardez ça pour vous. Vous vous renfermez et vous pleurez tout seul. Ah, si, vous pouvez faire une chose, participer au rituel. Marche blanche. Ah oui, ça, oui, marche blanche. Silence, marche blanche. Riposte des bougies, riposte des peluches. Peluches. Ouais. Et puis, surtout, vous dites, tu n'auras pas ma haine. C'est-à-dire qu'on traite ça comme le réchauffement climatique, quoi. Un slogan. Et pourquoi tout ça ? Vous savez très bien, vous. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de récupération. Parce que si tout à coup, les victimes se mettent à dire « c'est pas un fait divers, c'est un fait de société », ça change tout. Quand la maman d'Elias, par exemple, raconte non, le journal Le Monde, vous mentez. Il n'a pas été tué avec un couteau, il a été tué avec une machette. Donc elle désigne la tropicalisation des mœurs de la France d'aujourd'hui. C'est intéressant que les familles de victimes s'expriment, parce qu'elles rectifient les faits. Aux grandes dames de la société de connivence, qui est la société du mensonge d'État. Et donc, en fait, toutes ces femmes, toutes ces mères, la maman de Philippine, la maman de Lola, qui ont décidé de se lever depuis quelques mois, elles sont dans l'oblation. Admirable, l'oblation civique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles disent, par exemple, la maman d'Elias, elle dit « Lisez le rapport de septembre 2025, je l'ai lu. » Ils expliquent, par exemple, qu'un des 2 criminels est parti en réinsertion au Togo pendant 10 mois. Non mais ils se foutent de notre gueule. Et donc, en fait, toutes ces femmes, elles sont admirables, sont des héroïnes. Parce qu'au lieu de garder leur douleur pour elles, sois sage, ma douleur, et tiens-toi bien tranquille, elles vont sur le forum et elles disent « Maintenant, on vous demande des comptes pour qu'il n'y ait plus d'autres Philippines, d'autres Elias, d'autres Éric Comines. » Et donc, elles interpellent les pouvoirs publics et elles disent à la puissance publique « Cessez d'être l'impuissance publique. Redevenez l'État régalien pour lequel on vous a confié notre sécurité et la promesse de notre protection. » Geoffroy Lejeune, peut-être revenir sur l'un des moments de votre année et cet événement face à vous que vous avez organisé au Dôme de Paris. De la nôtre. Déjà, c'est l'occasion de rendre hommage à quelqu'un qu'on ne voit pas, mais qui est très utile à cette émission, c'est Baptiste. Baptiste, c'est la personne qui est conduit, qui accompagne Philippe ici. C'est grâce à lui que Philippe est à l'heure. Il s'occupe de Philippe quand Philippe est ici. Et ce jour-là, Philippe devait être en retard. Il était censé avoir un quart d'heure de retard et il commençait la soirée, donc c'était une catastrophe. Grâce à Baptiste, il a été à l'heure et il a fait cette prestation extraordinaire. Et quand on était d'ailleurs tous les 2 ensemble derrière la scène, et le grand rabbin Raïm Garcia qui suivait Philippe de Villiers m'a dit « Je demande un contrôle antidopage ». Et ayant une pensée également pour Harmonie Comine ainsi que son mari,
le gendarme Comines. Une dernière séquence à présent, puisque l'année 2026, l'année 2025 s'achève et celle de 2026 est incertaine en matière de conflit. Et la menace, visiblement, de guerre qui se dessine. Alors, est-ce que c'est de l'alarmisme? Certains le disent. Il y a eu cette déclaration du général Mandon, vous savez, le chef d'état-major des armées, qui, il y a un mois, expliquait qu'il fallait se préparer à une guerre et accepter de perdre des enfants. Et Philippe de Villiers a répondu au général Mandon. Alors, il faut la remettre dans un contexte. Si vous voulez, on va prendre les jours de la semaine. Lundi, on a à Villacoublay la signature de la lettre d'intention pour vendre, entre guillemets, à l'Ukraine 100 Rafales. Bon. Emmanuel Macron, Zelensky. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on adopte un statut de belligérant. C'est extrêmement grave. Mais surtout, en fait, qui va payer? On a déjà payé 21 milliards à l'Ukraine. Les Français ne savent pas. Ça n'a pas été voté. 21 milliards. Et là, vous pouvez calculer 100 Rafales, sachant qu'on a 105 Rafales. Donc, on va se dépouiller, on va prélever, ou alors on va fabriquer. Bon, tout ça est obscur. Le mardi, on a la déclaration du général Mandon. Voilà, c'est une honte. C'est une honte. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a un double paradoxe. Aujourd'hui, il nous dit la force d'âme, c'est de s'occuper de l'Ukraine. Moi, je dis la force d'âme, c'est de s'occuper de la France. La force d'âme, c'est de s'occuper de l'indépendance de l'Ukraine, de la frontière ukrainienne, de la souveraineté ukrainienne, de l'identité ukrainienne, de la dépendance ukrainienne. Non. Non. Moi, je veux m'occuper de la France, de l'indépendance de la France, de la frontière française, de la souveraineté française. Deuxième paradoxe. Il veut envoyer nos enfants se faire tuer. Mais nos enfants, ils sont déjà tués dans les banlieues. Philippines, ça te dit quelque chose, non? Elias, Thomas, Matisse. C'est-à-dire que chez nous, on a le terrorisme, on a une guerre déjà chez nous. Et vous voulez l'exporter ailleurs, la guerre? Où? En Ukraine, ça ne nous dit rien, l'Ukraine. Parce que vous ne voulez pas qu'on parle de la Seine-Saint-Denis, alors vous voulez nous emmener mourir au Donbass? C'est une honte. Voilà. Et ensuite, le jour d'après, on a quoi? On a le kit, vous voyez, le kit anxiogène, où on nous explique que si tu vas aux toilettes, il ne faut pas prendre du papier journal, il faut prendre du papier de soie. Vous avez vu le truc incroyable, on n'y avait pas pensé. Hein, bon, voilà. Ils se foutent de notre gueule. Bon. Et enfin, ce que vous ne savez pas, j'aurais pu l'apporter, le 31 octobre dernier, il y a un décret qui a été signé par le Premier ministre et le ministre de la Défense. Ce décret prévoit la légalisation de l'utilisation de sociétés militaires privées à l'image des sociétés militaires privées américaines qui sont intervenues en Irak. Tout ça pour intervenir en Ukraine. C'est quoi? C'est des mercenaires. On paye des mercenaires. Personne ne sait. Ce décret est passé inaperçu, sauf de moi. Or, ce décret il pose deux problèmes, et je terminerai par là. Premier problème, on engage un conflit avec une puissance nucléaire par procédure administrative. Vous voyez la gravité? Et deuxièmement, c'est la privatisation rampante de la politique étrangère de la France, c'est-à-dire c'est la diplomatie militaire par l'intermédiaire de sociétés privées de mercenaires qui gagnent du fric sur le dos des contribuables. Qui en a parlé de ça? Voilà. Donc c'est une honte. Ce général, il faut qu'il démissionne. Il est pire que le général Gamelin. Il veut nous emmener à la guerre, il veut nous faire tuer avec son chef, le chef suprême, parce qu'ils sont tellement paniqués, parce qu'ils ne savent plus quoi faire pour rattraper les Français. Et pour rattraper les Français, ils veulent nous emmener en guerre en Ukraine. Alors que moi je dis, mais la Russie ne veut pas nous faire la guerre. Et il faudra bien qu'un jour on se réconcilie, comme le font les Américains avec les Russes. Il faudra qu'on parle avec les Russes.
Donc c'est absurde de couper l'Europe en deux et de jeter la Russie dans les bras de la Chine. Ayons un peu de sens géopolitique, prenons la bonne hauteur et il faut se débarrasser de ce président de la République qui a perdu la raison. Et je précise, lorsque cette séquence, car je connais les âmes chagrines maintenant à l'Élysée, parle de débarrasser politiquement, bien sûr. Voilà pour la parole libre de Philippe de Villiers, une parole qui évidemment percute les cœurs et les pensées parfois. Vous l'avez modéré. Qui embrasse bon nombre de personnes. Vous l'avez modéré en direct. Et parfois il s'auto-modère. Ouais, c'est nouveau ça. C'est la nouveauté. On vous embrasse chaleureusement. Dans un instant, c'est l'heure des Pro 2. Et encore un grand merci de faire de cette émission un rendez-vous chaque vendredi soir. À tout de suite.